You're welcome. I now give the floor to Professor Pech. Or, yes? Mr. Perinček is present. Perinček. Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar, mahkemenizi saygıyla selamlıyorum. Mahkemenize güveniyorum. Birinci nokta. Avrupa insanının özgürlüğü için buradayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi'nin 17 Aralık 2013 günü açıklanan kararı Avrupa'nın özgürlük mirasını temsil ediyor. Ve Avrupa'daki özgürlükleri güvence altına alıyor. O kararı burada aynen tekrar ediyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, farklı, hatta aykırı görüşlere özgürlüktür. Özgürlük, statikoya karşı çıkanlara gereklidir. Giordano Bruno'lar yerleşik inançları tartışmaya açtıkları için yakıldılar. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf olan devletlerin ve halkların birbirlerine karşı o tarihlerden kalan belli yargıları vardır. Bunların geleceğimiz üzerinde olumsuz etkilerinden kurtulmalıyız. Avrupa insanının bilinci 1915 olayları konusunda yasaklarla kuşatılmamalıdır, karartılmamalıdır. İkinci daire kararında 1915 olaylarına ilişkin görüşlerin tartışmalı olduğu saptanmıştır. Ermeni Patrik Vekili Ateşyan ve Başpiskopos Nişanyan bu ay yaptıkları konuşmalarda kimi Ermeni ve kimi Türk çevrelerinin birbirlerini zalim ve kendilerini mazlum olarak görmelerindeki olumsuzluğa değindiler ve dış mihrakların rolünü vurguladılar. Ateşyan ve Nişanyan'ın konuşmaları dosyaya sunulmuştur. Biz de onlarla aynı görüşteyiz. İkinci daire, Ermeni Patriği dahil herkesin özgürce konuşmasına güven sağlayan bir karar vermiştir. Biz 1915 olaylarının soykırım tanımına uymadığını belirttik ve bu tezimizi bilimsel muhakemeyle, usavurmayla öne sürdük. İsviçre Mahkemesi'ne 90 kilo Rus ve Ermeni belgesi verdik. Rus ve Ermeni belgesi. Rus raporlarına ve mahkeme kararlarına Ermeni devlet adamlarının ve subaylarının resmi rapor ve kitaplarına, Alman generallerinin tanıklığına dayandık. Görüşlerimiz tartışılabilir ama bizim özgürlüğümüzü korumak Avrupa hukukunun gereğidir. İkinci nokta, soykırım hukuki bir tanımdır. Ankara Hukuk Fakültesi'nde devlet teorisi ve kamu hürriyetleri alanında ders vermiş bir bilim insanı olarak yaptığım araştırmalar sonucu vardığım kanaat şudur. Osmanlı Devleti Ermeni yurttaşlarımıza karşı uygulamalarda Ermeni toplumunu toptan yok etme amacıyla hareket etmemiştir. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında karşılıklı kırım ve zorla göç ettirme olduğunu her zaman belirttim. Ermeni yurttaşlarımızın acılarını her zaman paylaştım. Ermenilere karşı husumet veya nefret içeren tek sözcüğümü hiç kimse bulamaz. Onların kültürümüze, yani Ermenilerimizin kültürümüze ve hayatımıza katkılarını her zaman vurguladım. Ermenileri değil, büyük devletleri sorumlu tuttuk. Ermenileri değil, büyük devletleri. Bu söylemimizle de Ermeni yurttaşlarımızı koruduk. Üçüncü nokta, Avrupa'da barış ve kardeşliği koruyalım. Ermeni soykırımı iddiaları tabulaştırıldı ve Avrupa'da Türkleri aşağılamanın aracı haline getirildi.
Türkler ve Müslümanlar bugün Avrupa'nın kara delilleridir. Bırakınız mazlumları savunanlar da konuşsun. Ermeniler de mazlum kavramı içindedir. Onlar da konuşsun. Mazlumların konuşma hakkı Avrupa'da hoşgörünün ve kardeşliğin gelişmesi için en sağlam güvencedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğünü güvence altına alan kararıyla nefret söylemini de mahkum etmiş olacaktır. Biz Avrupa'da barış ve kardeşlik için buradayız. Saygılarımla. Professor Pech. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi de débuter mon intervention par un rappel de deux principes fondamentaux. Si la liberté d'expression ne garantit nullement un droit absolu, ce dont nous convenons absolument, les pouvoirs publics ne sauraient pour autant limiter son exercice de manière arbitraire ou disproportionnée, mais doivent au contraire respecter certaines conditions, telles que la condition de légalité, légitimité et nécessité au sens de l'article 10 de la Convention européenne. En effet, dans nos démocraties, la liberté doit demeurer la règle et la limitation l'exception. Ce cadre posé, il importe également de rappeler que la présente affaire n'oblige aucunement votre Cour à se prononcer sur la matérialité des massacres et déportations subis par le peuple arménien à partir de 1915 ou sous l'opportunité de qualifier juridiquement ces faits de génocide au sens du Code pénal suisse, et je cite ici un paragraphe de l'arrêt du 17 décembre 2013. Il s'agit plutôt de décider si la liberté d'expression, selon nous, protège le droit du requérant en particulier de contester la qualification juridique de génocide donnée à ces événements tragiques par des autorités publiques d'un pays tiers, en l'occurrence la Suisse. Notre client n'a en effet jamais contesté qu'il y ait eu des massacres et des déportations ou n'en a fait l'apologie. Par ailleurs, il n'a nullement cherché à inciter à la haine contre les Arméniens, comme le démontre une nouvelle fois une lecture attentive de l'arrêt du 17 décembre 2013. La lecture des observations écrites remises par le gouvernement suisse les dernières observations écrites révèlent une certaine confusion à cet égard, selon nous. Aussi, il importe de répéter qu'à notre avis, notre affaire, l'affaire devant vous, ne saurait être résolue sur la base des principes développés dans le cadre de votre jurisprudence relative au discours de haine ou celle relative à la négation de l'Holocauste, puisque, je le répète, notre client, le requérant, n'a aucunement nié les crimes commis à partir de 1915 et, de toute évidence, ne poursuit aucune visée liberticide ou antidémocratique au sens de l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme. La présente affaire pose une question tout autre, qui est celle du droit, de l'étendue du droit à défendre des points de vue minoritaires susceptibles d'animer le débat sur des questions d'intérêt général qui ne sont pas entièrement établies. Et je cite une nouvelle fois un paragraphe de l'arrêt du 17 décembre 2013. Dans ce cadre, nous souhaitons que les principes directeurs qui ont guidé votre jurisprudence jusqu'ici soient réaffirmés, et en particulier les trois suivants. En premier lieu, le principe selon lequel la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi et peut-être surtout pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En deuxième lieu, le principe selon lequel la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression, qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'arbitrer des questions historiques qui relèvent d'un débat toujours en cours. Enfin, le principe selon lequel le passage du temps doit jouer en faveur de la liberté d'expression. Pour en revenir à notre affaire, il nous apparaît également logique de protéger, au vu de ces principes directeurs, il nous apparaît logique de protéger le droit de contester la qualification juridique donnée aux événements tragiques de 1915 par les tribunaux suisses, alors même que votre jurisprudence a sanctionné toute poursuite pénale pour dénigrement de la turcité ou pour description des crimes commis en 1915 comme génocide. Donc, j'attire votre attention sur l'importance de protéger la cohérence de votre jurisprudence. Arguer de la nécessité de punir pénalement le refus d'utiliser le seul concept juridique de génocide au motif qu'un tel refus porterait atteinte à l'identité d'un groupe est, selon nous, manifestement incompatible avec le droit à la liberté d'expression,
car la notion d'identité est particulièrement vague et accepter son utilisation ouvrirait la porte à tous les abus. Les juridictions suisses ont fait de multiples références à cette notion d'identité et l'ont liée au concept de dignité. Selon nous, le concept d'identité doit être utilisé avec beaucoup de prudence parce que l'on ne voit pas en particulier comment un tribunal pourrait décider objectivement quelles sont les tragédies historiques qui ont contribué à la création ou sont au cœur d'une identité nationale ou communautaire et qu'il serait interdit de qualifier juridiquement d'une manière différente à celle jugée adéquate par une chambre législative ou une juridiction nationale d'un pays tiers. En tout état de cause, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 doit être salué pour sa prise en compte et son analyse exacte des développements les plus récents en droit comparé. Les décisions du tribunal constitutionnel espagnol et du Conseil constitutionnel français, respectivement de novembre 2007 et de février 2012, ont été citées et analysées longuement dans l'arrêt de décembre 2013, donc je ne vais pas les évoquer. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur l'article 19 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, évoqué également dans l'arrêt de décembre 2013, mais pour rappeler un principe fondamental par rapport à cet article 19 et les jurisprudences espagnoles et françaises qui ont confirmé, selon nous, que la pénalisation d'opinions concernant des faits historiques au motif qu'elles seraient erronées ou offriraient une interprétation incorrecte d'événements du passé n'est pas compatible, selon nous, avec la liberté d'expression, telle que garantie par l'article 10 de la Convention. Si chaque État est libre de reconnaître officiellement ou non un événement particulier comme génocide, il est possible de penser qu'une telle démarche est plus souvent source de division que de réconciliation, surtout, selon nous, lorsqu'un pays s'autorise à statuer ou à légiférer sur des épisodes historiques douloureux et controversés mettant en cause un pays tiers et des événements dans lesquels il n'a joué absolument aucun rôle de manière directe ou indirecte. En tout état de cause, nous contestons la compatibilité avec l'article 10 de la Convention de toute mise en œuvre d'une disposition pénale punissant la mise en cause du point de vue d'un organe législatif sur la qualification juridique qu'il convient de donner à certains épisodes historiques. En ces temps troublés, il importe de rappeler avec force que l'un des buts principaux de la liberté d'expression est de protéger les points de vue impopulaires, que ce soit en Suisse, en Turquie ou ailleurs. Le gouvernement suisse a soulevé un certain nombre d'arguments pour justifier l'existence et la mise en œuvre dans notre affaire de l'article 261 bis du Code pénal suisse, dont la formulation confuse et le caractère imprévisible ont été clairement démontrés, selon nous, par les juges Raimondi et Sayo, je m'excuse pour la prononciation, dans leur opinion concurrente commune, donc dans l'arrêt du 17 décembre 2013. Je ne vais pas répéter les principaux points, mais nous voudrions attirer l'attention de la Cour sur l'ensemble de l'analyse développée par rapport au caractère non prévisible de l'ingérence dans notre affaire. Le temps limité qui nous est imparti nous oblige à ne mentionner que deux principaux points qui traduisent, selon nous, une interprétation erronée du droit international d'une part et du droit de l'Union européenne d'autre part. En premier lieu, l'article litigieux du Code pénal suisse est justifié par l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce texte, selon nous, n'impose cependant en aucun cas l'adoption de dispositions pénales spéciales, pour ne pas dire d'exception, en matière de négationnisme, car si c'était le cas, une majorité d'États aurait pris soin d'adopter une disposition similaire sur la base de cette convention. Or, selon notre analyse, ce n'est pas du tout le cas. L'article 19 du Pacte des Nations unies précédemment cité est par ailleurs passé sous silence dans les dernières observations écrites remises par le gouvernement suisse et dans de nombreuses tierces interventions. Or, selon le Comité des droits de l'homme de l'ONU, de l'article 19 peut être déduit la conclusion que les lois qui criminalisent l'expression d'opinion concernant des faits historiques sont incompatibles avec les obligations que le pacte impose aux États parties, dont la Suisse. En ce qui concerne le droit de l'Union européenne, qui a été présenté par le gouvernement suisse et un certain nombre de tiers intervenants comme la preuve que la pénalisation de la négation de tout génocide serait désormais devenue une obligation dans le cadre du système européen de protection des droits de l'homme, il a fait, selon nous,
l'objet d'interprétations erronées. Cela n'est guère surprenant dans la mesure où la décision cadre 2008-913 est un texte qui a été controversé et qui a fait l'objet de négociations pendant 7 longues années. Donc il n'a été adopté qu'après 7 longues années de négociations à cause de conflits majeurs entre les États membres de l'Union européenne au sein du Conseil des ministres de l'Union. Cette décision, si elle est lue avec prudence et attention, révèle de multiples exceptions et dérogations aux principes généraux qu'elle énonce. Faute de temps, permettez-moi simplement de souligner que le droit de l'Union européenne n'oblige à punir l'apologie, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, entre autres, que lorsque le comportement est exercé de manière à inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un groupe particulier en raison, par exemple, de leur appartenance raciale. Autrement dit, le droit de l'Union européenne n'oblige à punir que les seuls propos qui relèvent de ce qu'on appelle communément le discours de haine, et non pas d'un discours qui, par exemple, s'interrogerait sur la nature juridique de crimes commis dans le passé. Aucune disposition pénale spécifique n'est, selon nous, requise par le droit de l'Union européenne en matière de négationnisme. Et à vrai dire, la lecture d'un rapport de la Commission européenne publié en janvier 2014 sur l'adoption et la mise en œuvre de la décision cadre précitée révèle que 13 États membres de l'Union européenne, donc en janvier dernier, ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de punir spécifiquement la négation, la banalisation grossière, l'apologie des crimes définis aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale. Enfin, de manière essentielle en ce qui concerne la décision cadre, celle-ci rappelle explicitement qu'elle ne serait justifiée en aucun cas l'adoption de mesures contraires à la liberté d'expression. En tout état de cause, le droit de l'Union européenne ne couvre pas une situation telle que celle qui se pose dans le cas d'espèce, si ce n'est pour la simple et bonne raison que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais plus fondamentalement, même si c'était le cas, le droit de l'Union ne serait pas véritablement pertinent dans le cas d'espèce, puisque nous avons affaire à un discours à la fois de nature à la fois historique, juridique et politique, comme l'indique clairement une nouvelle fois l'arrêt du 17 décembre 2013. J'ai cité, donc c'est la Cour elle-même, la deuxième section de la Cour, qui a qualifié le discours du requérant d'historique, juridique et politique. Pour conclure, il nous apparaît contraire à votre jurisprudence, mais également au droit international et aux enseignements du droit comparé, d'affirmer que la liberté d'expression est compatible avec une disposition telle que celle en cause dans notre affaire. De même, il est erroné d'arguer, selon nous, que l'article litigieux du Code pénal suisse serait requis dans le cadre du système européen de protection des droits de l'homme. La liberté d'expression ne saurait en effet tolérer des vérités historiques d'État, des dogmes législatifs qui portent gravement atteinte à ce droit sur la base d'une extension, selon nous, abusive et une application rétroactive du concept pénal de génocide selon le bon vouloir d'une majorité du moment dans un pays donné. De manière plus large, et en dernier lieu, rappelons que de nombreux historiens ces dernières années ont défendu le point de vue que dans un État libre, il n'appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique ou d'instituer par la loi des vérités d'État dont l'application judiciaire peut entraîner des conséquences graves pour la liberté intellectuelle. Et je cite ici l'appel écrit par des historiens français, notamment sous la plume de l'éminent historien français Pierre Nora, l'appel de Blois. Nous souscrivons pleinement à ce point de vue et souhaitons respectueusement que la Grande Chambre le fasse sienne. Je vous remercie pour votre attention et je crois avoir respecté les délais qui nous étaient imposés. Merci. Merci, professeur Pech. Je donne maintenant la parole au gouvernement suisse.